It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de toutes ces aventures concernant Marilyn Manson, Evan Rachel Wood, Esme Bianco, Ashley Walters, etc., etc., etc. Alors nous en arrivons donc aux accusations d'Evan Rachel Wood. La sortie du documentaire HBO Phoenix Rising, présenté au Festival du film de Sundance, réalisé par Amy Berg. C'est un documentaire en deux parties. I made a new friend. I'm here today to talk about Brian Warner, also known to the world as Marilyn Manson. Donc dans ce documentaire, elle en dit un petit peu plus sur les abus présumés qu'elle a subis de la part de Marilyn Manson. Elle parle aussi du fait qu'elle aurait dû interrompre une grossesse survenue parce que Marilyn Manson refusait qu'elle ait recours à un moyen de contraception, et ce dès le début de leur relation. Et donc elle a dû interrompre sa grossesse pendant qu'elle tournait Mildred Pierce, et qu'à ce moment-là, Manson donc l'aurait rejoint. Il a pris l'avion pour être à ses côtés, et dès que ça a été fini, il lui a dit « Fais-moi à dîner ». Et là, lui a répondu « Mais je suis censée me reposer. Mon corps a subi un choc, quoi. Il y a des séquelles. » Et lui, en gros, je m'en fiche. Fais-moi à manger. Un épisode traumatisant de plus, et que ça l'a conduit à vouloir mettre fin à ses jours. Sauf que cette version, on en a une autre de la part de Manson. Alors, il était là quand Marilyn Manson est allé rendre visite à Evan Rachel Wood. C'était en juin 2010. Ils étaient allés rendre visite à Evan pendant qu'elle tournait donc cette fameuse mini-série là, Mildred Pierce. Et Marilyn Manson a même demandé à ce que finalement ils aillent dans un hôtel parce que la clim ne marchait pas et que ça aurait pas été très confortable pour Evan, qui venait donc de subir cette interruption de grossesse. Donc ils sont allés à l'hôtel, c'était à peu près à l'heure du dîner, ils ont commencé à boire de l'absinthe, écouter de la musique. Evan n'a rien cuisiné du tout, c'est Marilyn Manson qui a commandé à manger au room service. Ils ont même mangé des steaks, et Manson a demandé à Evan si elle avait de la farine sur elle. Elle a dit non, mais c'est pas grave, elle a appelé quelqu'un qu'elle connaissait pour leur en apporter. La personne est venue, les a ravitaillés en farine, tout ça. Et ensuite, ils ont été même rejoints par un autre ami qui s'appelle Nick Kushner, et ils sont restés éveillés toute la nuit à consommer de la coco. Quand le soleil a commencé à se lever le lendemain matin, Marilyn Manson leur a fait comprendre qu'en gros, il voulait profiter un petit peu de sa copine. Donc le Nick, il est parti, et Manson, il est allé traîner au bar de l'hôtel en attendant qu'ils aient terminé. Evan Rachel Wood lui a même prêté ses iPods pour qu'il écoute de la musique en attendant. Marilyn Manson lui a même donné de l'argent pour qu'il puisse s'acheter bref ce qu'il avait besoin en attendant au bar. Et quelques temps plus tard, Manson l'a contacté pour qu'il remonte dans la chambre, et bon voilà, ils ont traîné un petit peu ensemble. Et à un moment donné, Marilyn Manson était partie aux toilettes, donc Manson s'est retrouvé seul avec Evan Rachel Wood, et comme ça, dans la discussion, il lui a posé une question un petit peu personnelle du style « Ça se passe comment de manière intime entre toi et Manson ?» Et là, Evan Rachel Wood, pas du tout pudique, lui a dit « Ah bah désolé de te décevoir, mais il est très vanille à ce niveau-là. » Il est très doux, tout ça. Et Manson raconte également autre chose. Il a eu une discussion avec Marilyn Manson dans l'appartement, donc la veille, avant qu'il rejoigne l'hôtel. C'est Marilyn Manson qui s'est confié à lui quand Manson lui a demandé ce qu'il était venu faire à New York précisément. Il lui a répondu d'un air un peu triste qu'il était venu pour soutenir Evan. Et quand il lui a demandé si tout se passait bien, il lui a dit qu'en fait elle venait d'interrompre sa grossesse. Manson a été choqué. Ah bon, et tout. Oui. Et Manson a précisé que c'était pas de lui. Il avait découvert qu'en fait Evan portait l'enfant d'un autre homme. Il lui a jamais dit de qui il s'agissait, mais Manson lui a dit voilà, je suis là pour elle parce que c'est une période difficile. Très peu de temps après, ils ont donc rompu leur fiançailles la même année. Elle était encore en tournage pour Mildred Pierce. Donc la raison de la rupture a toujours été un mystère, mais peut-être plus trop finalement, parce que si donc Evan trompait Marilyn Manson et qu'elle soit tombée enceinte de quelqu'un d'autre et qu'elle ait dû interrompre sa grossesse, tout ça, ça fait quand même un petit peu beaucoup pour un couple. Ceci explique peut-être cela. Donc j'ai regardé le fameux documentaire Phoenix Rising, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé
ce que je trouve en ressort le plus. Alors déjà, on commence à raconter l'enfance d'Evan Rachel Wood. Pour le coup, son enfance, la manière dont ils en parlent, je trouve que ça la dessert plus qu'autre chose. À savoir donc des parents qui se disputent, mais qui lui disent ne t'inquiète pas, c'est ça l'amour, on se dispute parce qu'on s'aime. Donc il précise bien que donc c'est un schéma qu'on lui a mis en tête et que c'est ce qui justifiera par la suite sa relation toxique avec Marilyn Manson, etc., etc. Ça dit quand même aussi autre chose, je trouve, sur la personnalité d'Evan Rachel Wood, à savoir que si pour elle une relation toxique c'est ça, c'est pas forcément valable uniquement qu'avec Marilyn Manson, et c'est pas parce qu'elle a vécu ce schéma-là dans son enfance que ça exclut le fait que ce soit potentiellement elle, une fois adulte, qui soit aussi le bourreau entre guillemets dans une relation. Donc voilà, pour moi ça explique effectivement certaines choses, mais peut-être pas dans le sens où elle voudrait nous le faire comprendre. Deuxièmement, la mère qui donc pour fuir cette relation toxique décide de partir à Los Angeles avec Evan, mais de laisser le choix à son autre enfant, donc à savoir le frère d'Evan, de rester ou pas avec son père ou de venir avec elle, tout ça. Franchement, je suis un peu étonnée du choix de la mère là-dessus. Autre chose aussi que j'ai relevé, c'est que donc elle est partie avec sa fille, tout ça, donc elle a essayé d'aider sa fille à lancer sa carrière et elle l'a laissé jouer des rôles beaucoup trop matures pour elle, je trouve. Alors 13, elle l'a tourné, je crois qu'elle avait 13-14 ans environ. Ok, c'est sur des jeunes filles de 13 ans, mais le film est quand même très violent. Ça dépeint pas une adolescence rose bonbon. Suite à ce rôle-là, Evan Rachel Wood a eu beaucoup de rôles que je trouve un petit peu trop matures pour une jeune fille. Alors elle les joue avec brio, là n'est pas la question. Mais l'impact psychologique que ça peut avoir sur une jeune fille n'est pas négligeable. Donc que la mère ait laissé faire tout ça, je trouve pas ça très sain. Après elle raconte sa rencontre donc avec Marilyn Manson en disant qu'au début ils étaient juste amis, qu'elle a été captivée par son aura, qu'elle le trouvait très intelligent, très intriguant, très charismatique, tout ça, et elle nous fait comprendre qu'elle ne voulait pas de relation romantique avec lui et qu'en gros il l'a eu à l'usure. Bon, peut-être, c'est fort possible, mais après elle raconte que il a commencé, on va dire, parce qu'en fait son but, Marilyn Manson, était donc d'éloigner Evan Rachel Wood de son entourage, de sa famille, de ses amis, et que ça a commencé par certaines choses qu'il lui aurait dites, à savoir fais attention à tes comptes, parce que c'est sa mère qui gérait donc la carrière d'Evan, donc il lui a fait comprendre qu'elle devrait faire gaffe à ce que sa mère faisait parce que peut-être qu'elle pouvait la voler ou quoi. Evan Rachel Wood a donc été vérifiée et effectivement elle a trouvé des choses bizarres sur la gestion de sa mère par rapport à ses affaires. Je trouve que la question, ou du moins le conseil de Marilyn Manson était avisé sur ce point-là. Bon, elle nous le présente sous un autre angle. Ensuite, elle dit donc qu'il lui interdisait de voir sa famille, ses amis, tout ça, sauf qu'on a vu plusieurs photos d'Evan avec Marilyn Manson en présence de la famille d'Evan. On peut voir aussi, quand même, les paparazzis sont là pour le rappeler, pas mal de sorties publiques qu'a pu faire Evan sans Marilyn Manson, également les dates de ses tournages, donc elle ne tournait pas avec Marilyn Manson, on est d'accord. Et quand elle part en tournage, elle part pas une après-midi tournée, et elle ne reste pas non plus forcément dans le même état, donc elle a voyagé, elle est partie des semaines, des fois sans voir Marilyn Manson. Ils ont, je trouve, du coup souvent eu une relation de longue distance par rapport à son travail et au sien à lui également. Le fait de se dépeindre comme une jeune fille douce, fragile et innocente lorsqu'elle a rencontré Marilyn Manson, alors que moult témoignages de l'environnement de Marilyn Manson et de l'environnement d'Evan Rachel Wood vont dans le sens complètement inverse. Elle faisait clairement ce qu'elle voulait, donc dire qu'elle était un ange tombé du ciel quand elle a rencontré Manson, dire que c'est lui qui l'a mis dans les substances, tout ça, alors que son surnom parmi leurs proches c'était Blanche-Neige, tellement qu'elle avait tout le temps de la farine sur elle et qu'elle en distribuait à tout va à tout le monde, c'est quand même très parlant, je trouve. Donc quand elle dit qu'elle était privée de nourriture, qu'elle ne mangeait pas beaucoup, tout ça, non, c'est juste qu'elle ne mangeait pas beaucoup parce qu'elle était complètement enfarinée et que ça coupe l'appétit. Autre chose aussi très importante, le délire sbire du célèbre moustachu, vous voyez de qui je parle, son nom commence
commence par un H. Elle dit que c'est Marilyn Manson qui lui a fait ça un soir, tout ça. Donc il y a des photos et qu'elle se sent très mal parce qu'elle-même est juive. Ça a été pris en photo et en vidéo, que c'est elle-même qui a fait ça en fait. Elle a porté la casquette de son plein chef de Marilyn Manson et elle s'est elle-même dessiné les moustaches et on la voit même sur les photos les dessiner sur d'autres personnes. Et lors d'une prestation de Marilyn Manson sur scène, on la voit à l'arrière en train de faire le fameux salut. Il n'y a personne qui lui met le couteau sous la gorge pour qu'elle le fasse à ce moment-là. Maintenant, concernant ce fameux clip Heart Shaped Glasses, donc elle prétend que sur ce tournage, Marilyn Manson l'a droguée pendant le tournage, que donc elle était complètement à l'ouest durant toutes les scènes qui ont été filmées et que la fameuse scène où il simule un acte intime, il a abusé d'elle à ce moment-là et voilà, et que donc dans le clip on voit réellement la scène de l'abus. Il y a un seul bonhomme dans son documentaire qui vient dans son sens, qui apparemment connaît bien Marilyn Manson, tout ça. On le présente comme quelqu'un qui était donc sur le tournage, qui a tout vu et qui a vu qu'Evan Rachel Wood dépérissait aux côtés de Marilyn Manson. Donc voilà, elle accueille ce témoignage dans le reportage comme étant merci, enfin quelqu'un du clan de Marilyn Manson qui s'est rallié à moi. Sauf que ce gars-là, il était ni plus ni moins que l'assistant d'un assistant de Marilyn Manson. Ce gars-là n'était pas souvent là, il voyait pas ce qui se passait, puis il était mal placé pour savoir exactement ce qu'il en était. Donc pour resituer un petit peu le contexte de ce clip, plusieurs choses à savoir. Déjà d'une part, quand Marilyn Manson a sorti l'album Eat Me, Drink Me, c'était donc le 5 juin 2007. On rapporte qu'à bien des égards, c'est l'album le plus autobiographique sur la dépression que Marilyn Manson a ressenti après son divorce en 2006 d'avec Dita Von Teese. Et c'est donc également à cette période-là qu'il a rencontré Evan Rachel Wood et qu'ils sont devenus amis. Et ils sont donc sortis ensemble très peu de temps après, en janvier 2007. C'est un vrai don de soi, c'est la définition de l'amour aujourd'hui, parce que vous avez vécu des périodes vous dites que c'est très autobiographique, ça raconte votre résurrection, je cite à peu près tout ce que vous avez dit, ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, vous allez me dire si tout ça est exact. Votre résurrection, à un moment donné, vous avez vous suicidé il n'y a pas très longtemps. Et puis votre nouvelle compagne, Evan Rachel Wood, par amour vous a dit, en gros, tue-moi d'abord avant de te tuer, et puis finalement vous êtes là et on est très heureux. Effectivement, ça résume assez bien l'histoire de ma vie. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que j'étais arrivé à un moment de ma vie où je me rendais pas compte que j'étais dans la négation de ce que j'étais. Je n'arrivais pas à m'aimer moi-même. Je me suis dit que je n'avais plus d'identité. Et donc je me suis dit que j'allais arrêter la musique. C'était à cause de la musique ou de votre vie personnelle avec Dita Von Teese? C'était surtout ma vie personnelle. Disons que je me trouvais dans une situation où je ne voulais plus vivre, ce qui est bien plus grave que de vouloir mourir. Quand on veut mourir, on a un objectif de mourir. C'est peut-être pas un bon objectif, mais au moins on a un objectif. Alors que là, je ne croyais en plus rien qui puisse me motiver. Et puis tout d'un coup, je me suis dit que si on a envie de, je sais pas, sauter du haut d'une colline avec quelqu'un, un peu comme dans Bonnie and Clyde, vraiment un grand geste romantique, à ce moment-là, tout d'un coup, on ne veut plus le faire, on n'a plus envie de le faire, on est démotivé. Ou alors, si on sait qu'il y a quelqu'un qui va vous tenir la main à travers toutes les épreuves, à travers l'enfer, on se dit que l'amour, ça n'est pas vraiment synonyme de bonheur. On a simplement quelqu'un qui veut bien être avec vous, tout traverser avec vous. Et là, j'ai jamais écrit de chanson au sujet de cet état, d'être humain. Et je crois que c'est peut-être la chose que j'ai toujours évité dans ma vie. Cette chanson lui a donc été inspirée par Evan et également parce qu'elle portait toujours des lunettes en forme de cœur. Heart Shaped Glasses signifie, je vous le dis au passage, lunettes en forme de cœur. Et Evan donc en portait tout le temps. Elle en avait toute une collection parce qu'elle est fan de Lolita. Et du coup, il a demandé à Evan Rachel Wood d'apparaître dans le clip. Elle a été payée pour être dans ce clip-là. Apparemment d'ailleurs plus que toute autre actrice pour un clip vidéo. Et c'est donc devenu le premier single de l'album. Manson a expliqué dans une interview en 2007 qu'elle portait ces lunettes-là ce jour-là comme une blague parce que les gens comparaient souvent leur relation au roman de 1955. Je cite ce qu'il disait. Les gens pensent que parce qu'elle est plus jeune que moi, il y a une relation Lolita entre nous. Nous avons pensé que c'était très amusant pour nous. Et quand il parlait d'Evan à cette époque-là, il disait qu'elle était comme
comme sa jumelle, son jumeau, bref, son double. Et de son côté, Evan, elle disait quoi alors à propos de ce clip en août 2007? Parce que je trouve ça quand même toujours intéressant de remonter en arrière et de regarder ce qui a été dit avant. Donc dans une interview du 8 août 2007, c'était pour le magazine GQ. Elle a donc parlé de son rôle dans cette vidéo et elle a précisé à celui qui l'interviewait que c'était que de la simulation. Nous l'avons fait l'un pour l'autre. Je voulais juste montrer que c'est normal d'avoir des idées différentes et bizarres sur la romance. À la fin de la vidéo, on s'embrasse et il pleut du sang. Et pour moi, c'était l'un des moments les plus romantiques de toute ma vie. Parce que ce que nous ressentions à l'époque, même si la laideur peut être tout autour de vous, vous pouvez littéralement être dans un orage de sang. Si vous regardez au-delà de ça, ce ne sont vraiment que deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. Et c'est la même chose avec la scène de débat. Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes amoureux, c'est généralement ce qui se passe. Ce n'est pas toujours doux. Parfois, c'est quelqu'un qui crie ou quelque chose dans le genre. Si quelqu'un peut regarder le clip et dire « Waouh, je me sens moins bizarre maintenant », alors c'est super. Quelqu'un doit défendre les monstres, les freaks. C'est quand même très positif tout ce qu'elle raconte à propos de ce clip à cette époque-là, donc en 2007. Et il y avait également une jeune femme présente sur le tournage qui était à cette époque-là une amie de Marilyn Manson. Elle était figurante dans le clip et elle a donc rencontré Evan Rachel Wood. Elle a dit qu'elle était très très gentille, très agréable et très professionnelle, en pleine possession de ses moyens. Elle n'avait pas du tout l'air à l'ouest ni rien. Et cette femme-là a dit qu'elle était également présente lors du tournage de la scène intime, alors pas quand il pleut du sang, mais la scène des ébats. Et elle dit qu'elle a absolument rien remarqué d'anormal, ni elle, ni aucun membre du tournage, et que c'est impossible en fait que Manson ait abusé d'Evan Rachel Wood durant cette scène, parce que déjà d'une part ils avaient tous les deux des sous-vêtements, que le metteur en scène n'arrêtait pas de crier couper toutes les 2 minutes parce qu'il fallait régler la lumière, faire plein de choses, et que pendant les coupures les gens venaient leur mettre des peignoirs et que Evan Rachel Wood se redressait, il discutait avec les membres de l'équipe et tout. Voilà, il y avait du mouvement quoi, et on voyait très bien ce qui se passait. Ils étaient même pas complètement nus, absolument rien qui aurait pu laisser croire qu'il s'était passé un truc chelou sous les draps. Alors ensuite, toujours dans Phoenix Rising, on voit également cette fameuse scène de réunion de survivantes. Je vous ai parlé de ça beaucoup dans la première vidéo. Je vous ai dit retenez bien cette date, octobre 2020, on va en reparler. C'est là où elles se sont toutes rencontrées, enfin plutôt retrouvées. Et à propos de ça, justement, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube où il y avait un avocat ainsi qu'un psychologue, si je dis pas de bêtises, et ils ont débattu ensemble de cette scène précisément. Et il y a 2 choses qu'ils ont notées et que j'ai également notées pour vous en faire part parce que je trouvais ça très intéressant. C'est quand même 2 professionnels de 2 domaines différents. L'avocat, de son côté, il disait que le fait que toutes les présumées victimes se réunissent et parlent de leurs histoires, c'est exactement ce que l'on évite de faire. Par exemple, lors d'un procès, chaque témoin doit être entendu de manière individuelle. Ils ne doivent pas communiquer entre eux afin de pouvoir entendre son histoire, sa version, sans pouvoir corroborer les dires de quelqu'un d'autre. C'est ça justement le but, c'est que les personnes ne puissent pas se concerter entre elles. Et d'un autre point de vue, cette fois-ci donc un peu plus psychologique, en cas de mémoire refoulée, chose que donc ont clamé toutes ces femmes, qu'elles avaient une mémoire refoulée, il n'est pas non plus conseillé du tout d'assister à ce type de réunion, car la personne pourra avoir tendance à vouloir combler ces trous de mémoire grâce au récit des autres et ainsi croire, peut-être de manière inconsciente, qu'elle a bien vécu la même chose. Et cet effet est décuplé en écoutant les histoires que toutes ont vécues et en plus quand ce sont des histoires similaires. Donc dans tous les cas, c'était pas du tout une bonne chose cette réunion. Comment elles se sont toutes retrouvées là? Grâce à une liste fabriquée de toutes pièces qu'on voit dans le documentaire. Alors dans cette liste, on voit plein d'exemples de maltraitance, entre autres, à cocher si on se retrouve dans ce cas de figure, ainsi qu'une lettre du FBI stipulant qu'une enquête était en cours sur Marilyn Manson. Dans le documentaire, on voit Evan Rachel Wood se rendre dans une antenne du FBI avec les caméras qui la suivent. On ne filme pas
dans les bureaux du FBI. Déjà, première chose. Donc là, si vous voulez, quand ce documentaire il est sorti, ça a été la goutte d'eau de trop pour Marilyn Manson. Donc le mercredi 2 mars 2022, il a porté plainte pour diffamation contre Evan Rachel Wood et il a partagé également le lien de sa plainte sur son compte Twitter en disant « Le temps viendra où je pourrai partager plus de choses à propos des événements de l'année écoulée. Jusque-là, je vais laisser les faits parler pour eux-mêmes. » Et donc voilà un extrait de sa plainte que je vous mets à l'écran. Alors naturellement, Marilyn Manson a nié toutes les accusations et dans sa plainte déposée à Los Angeles, il reproche notamment à Evan Rachel Wood et à sa partenaire sentimental de l'époque, Ilma Gore, d'avoir échafaudé une opération pour détruire sa carrière. Il rappelle également dans sa plainte les déclarations d'Evan tenues dans plusieurs magazines à propos de leur relation. Je cite, « Pour la première fois, j'ai vraiment l'impression d'être avec quelqu'un et dans un environnement où je peux simplement lâcher prise et ne pas m'inquiéter d'être jugée. J'avais soif de danger et d'excitation. Être avec Manson a décuplé ma créativité. Nous avons une relation saine et aimante. C'est qui je suis et c'est qui j'ai toujours voulu être et je suis enfin avec quelqu'un qui me laisse être qui je veux être. » Il n'y a rien inventé, c'est sourcé, c'est dans des magazines, des interviews de l'époque. Et il précise également qu'elle se serait fait passer pour un agent du FBI en créant et distribuant une lettre fictive d'un agent pour faire croire que les victimes et leurs familles étaient en danger et qu'une enquête fédérale criminelle sur lui était en cours. Toujours d'après lui, elles ont donc donné des listes et des scripts comprenant de fausses déclarations aux accusatrices potentielles, un projet qui pouvait leur bénéficier à toutes les deux. Et il dit également qu'elles ont piraté ses appareils informatiques et ses comptes personnels pour créer des preuves. Et pourquoi donc vouloir autant lui nuire selon lui? Il dit qu'elle voulait tout simplement redorer sa carrière, donc Evan Rachel Wood, en la faisant passer pour quelqu'un de connu, surtout pour être sortie avec Marilyn Manson il y a une décennie, à une porte-parole des victimes de violences domestiques ou d'agressions intimes. C'est un point intéressant parce qu'il est vrai que Evan Rachel Wood a commencé à radicalement changer en 2016 et c'est à peu près la période à laquelle elle a rencontré Ilma Gore, qui est une artiste activiste. Malheureusement, je peux pas trop vous parler d'elle parce que ça serait beaucoup trop long, mais elle est assez connue pour avoir fait des choses provocantes, pour faire passer des messages, tout ça. Mais elle est également reconnue par certains pour avoir fait quelques arnaques. Bon, vu que ça n'a pas été prouvé à 100%, je préfère me taire. Et parce que j'ai pas voulu creuser plus que ça, c'est juste que j'ai vu que c'était souvent ressorti qu'il fallait se méfier grandement de cette femme-là. Donc là, si vous voulez, il y a beaucoup de spéculations possibles. Il est vrai que dès qu'elles se sont rencontrées, Evan a beaucoup changé et s'est un petit peu radicalisé et a un petit peu épousé les idéologies d'Ilma Gore. Donc revient encore sur le tapis le fait que Evan Rachel Wood a l'air assez influençable, comme je vous disais, en fonction de la personne avec qui elle est. Là, elle s'est découvert une mission, une vocation. Elle s'est déclarée porte-parole de quelque chose, alors qu'avant ça, j'avais jamais entendu parler de ça, quoi. Alors donc justement, le recrutement de ces supposées victimes là, il y a une ex-petite amie de Marilyn Manson, Greta Aurora, qui tient d'ailleurs une chaîne YouTube et qui a parlé de toute cette histoire parce qu'elle en a fait les frais de ce recrutement. Elle a montré donc les emails, tout ça, ce qu'elle avait reçu, et elle dit que Ilma Gore l'a contactée en octobre 2020. Alors voilà ce que ça disait. « Je sais que c'est une façon étrange de tendre la main, mais je m'appelle Ilma. Je travaille avec le Phoenix Act et je le dirige aux côtés d'Evan Rachel Wood. Nous organisons un groupe de personnes pour se rencontrer à Los Angeles ou par Zoom et Skype pour parler d'expériences que vous avez eues avec Marilyn Manson, donc similaires à la vôtre. » Greta n'a jamais répondu à cet email et elle avance même qu'elle est certaine que c'est Ashley Walters qui a transmis son nom à Ilma Gore. Et elle poursuit en disant « Je suis convaincue que la vérité prévaudra devant le tribunal, mais le tribunal est une chose. Il est important que les médias couvrent tous les angles de l'affaire Manson. La façon dont les médias le couvrent est si unilatérale que l'opinion publique est biaisée contre Manson. Ces allégations folles sont maintenant présentées comme des faits. » Et elle raconte autre chose. Elle raconte que l'assistante personnelle de Manson, donc cette fameuse Ashley Walters dont je vous ai parlé hier, elle était donc à l'hôtel, là où Greta Aurora a passé du temps avec Marilyn Manson. Donc rappelez-vous, Ashley Walters a aussi porté plainte contre Marilyn
Manson. C'était son assistante pendant un an, etc., etc. Vous vous souvenez? Dans sa plainte, justement, à Ashley Walters, elle disait qu'elle avait été témoin de dégradation constante de ses fans et elle a très explicitement fait allusion, justement, à Greta Aurora. Et du coup, elle a parlé. Elle a dit, c'est un mensonge flagrant. Je n'ai pas été dégradée. Elle dit, j'ai consenti et j'ai vraiment apprécié tout ce qui s'est passé ce week-end avec Marilyn Manson. Dégradation est un terme très subjectif et le fait qu'une partie de la déclaration de Walters soit un mensonge flagrant, cela sape sa crédibilité. Si Ashley Walters a de véritables plaintes, alors pourquoi mélanger ces mensonges sur moi? Pourquoi ne pas présenter ce qui est vrai? Je suis la seule qui devrait fournir une évaluation pour savoir si je me sentais dégradée ou non. D'ailleurs, elle aussi, elle parle de lui en disant qu'il était très doux, qu'il était très prévenant avec elle, très attentionné. Il s'est absolument rien passé de bizarre, de louche ou de glauque ou de quoi que ce soit, de dégradant encore moins. Donc, Marilyn Manson réclame un procès. Il dit que tout ça, toutes ces accusations et tout, ça a porté atteinte à sa carrière, sa vie personnelle ainsi que son bien-être. En 2 ans, il a perdu plusieurs contrats, donc avec son label, Loma Vista, ça je vous l'avais dit, que donc son agent l'avait lâché. Son agence artistique aussi, CAA, ainsi que ses rôles dans American Gods et Creepshow. Donc il veut la tenue d'un procès devant jury afin de mettre un terme à toutes ces allégations et estimer les dommages qui lui seraient dus. Et là, il y a quand même une autre bombe qui sort sur Evan Rachel Wood, c'est par rapport à son ex, Jamie Bell, avec qui elle a commencé à avoir une relation avant Marilyn Manson et après Marilyn Manson. Dans le documentaire, elle dit bien qu'en plus, elle est retournée vers lui parce que c'était son premier amour, donc elle est retombée dans ses bras et ils ont même eu un enfant ensemble. Sauf qu'ils se sont séparés en 2014 après avoir été mariés 19 mois et ils ont donc un fils de 8 ans, Jack, qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans la deuxième partie de Rising Phoenix. Et c'est d'ailleurs bien parce que cette partie documentaire correspond à quelque chose qui va nous intéresser ici, devant les tribunaux. Alors là, Jamie Bell accuse donc son ex-femme, Evan Rachel Wood, de l'empêcher de voir son fils. Et cette déclaration date de mars 2022, au moment de cette bataille donc par rapport à leur fils, Evan Rachel Wood. Donc c'était en plein pendant sa vendetta contre Marilyn Manson. Elle déclarait: je suis un témoin clé dans une enquête criminelle en cours. Dans le cadre de l'enquête, j'allègue avoir été victime de torture, de viol par une personnalité publique connue. J'ai extrêmement peur de l'agresseur présumé et j'ai peur qu'il ne cherche à se venger de moi pour avoir témoigné en me faisant du mal, ainsi qu'à notre fils et aux membres de notre famille. Donc elle assure devant le tribunal familial qu'elle a été informée par les enquêteurs que sa sécurité et celle de sa famille étaient en danger. C'est pour cela qu'elle a dû quitter Los Angeles pour se rendre dans le Tennessee en novembre 2020. À un moment donné, j'ai caché à Jamie où nous nous trouvions. En décembre 2020, je l'ai informé de l'enquête criminelle dans laquelle j'étais impliquée. Malgré cela, Jamie a déposé une plainte donc en Californie afin de récupérer la garde de son fils. Et de son côté, Van Rachel Wood déclare que de toute façon, ça faisait des années qu'elle avait prévu qu'elle élèverait pas Jack à Los Angeles, mais dans le Tennessee. Alors je poursuis, je n'ai pas gardé Jack loin de Jamie, qu'elle ait les moyens et la possibilité de rendre visite à Jack quand il le souhaite. J'ai fait part à Jamie de mes inquiétudes très réelles et profondes concernant ma sécurité et celle de Jack si nous nous installions à Los Angeles. Alors c'est pas ce que Jamie Bell raconte. Lui, dans une déclaration datée de mars 2021, il déclare qu'il n'avait jamais consenti à ce que Jack vive en dehors de la Californie. Il a même parlé du comportement de Evan Rachel Wood en disant qu'il était alarmant, son état, qu'il soutenait bien sûr Evan ainsi que toutes les victimes d'abus, mais toutefois il dit, je cite, « Je ne veux même pas penser au mal psychologique à court et à long terme qu'Evan pourrait infliger à Jack avec ce genre de conversation et ma séparation prolongée avec lui. » Et il donne comme exemple un incident qui a eu lieu sur FaceTime pendant qu'il parlait avec son fils, et Jack donc lui montrait un dessin qu'il avait fait où on voyait un homme qui lui avait fait du mal. Il ne veut pas que Evan transmette ces informations à leur enfant de 7 ans. En gros, il veut juste revenir à une garde partagée, que tout ce cirque cesse. Et pourquoi donc je vous parle de cette bataille juridique? Parce que c'est justement ce dont Marilyn Manson va se servir. Il a montré que non seulement cette fausse lettre du FBI, Evan s'en était servi pour, on va dire, tranquilliser les potentielles victimes en montrant, vous inquiétez pas, vous pouvez parler, Brian, Marilyn Manson, il est sous enquête, donc c'est du sérieux là ce qu'on fait,
venez partager vos témoignages. Donc non seulement elle a fait ça, mais en plus cette lettre-là, elle s'en est servie à la cour concernant la garde de son fils pour montrer, regardez, je suis bien témoin dans une enquête criminelle, voilà la lettre de l'agent du FBI. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle a fait l'objet d'une enquête à propos de cette lettre. Et c'est à ce moment-là également que va rentrer en scène la sœur jumelle d'Ilma Gore, à savoir Brighton Gore. Elle aurait eu accès à l'iPad de sa sœur, elle lui avait donné l'iPad et comme elle avait tous ses codes, et bien voilà ce qu'elle a trouvé. La photo de ce document, donc apparemment c'est un reçu de preuve remis au FBI par Ilma Gore. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais toujours est-il qu'il y a un nom, enfin une signature qu'on va retrouver après. Est également ressorti le mail qu'Evan Rachel Wood a envoyé à Jamie Bell, donc le 22 décembre 2020, l'informant qu'elle était témoin donc dans une affaire criminelle en cours et que donc elle devait partir avec son fils à Nashville, que c'était plus sûr. Et attention, elle rajoute: je te donne mon contact au FBI, libre à toi de l'appeler si tu as la moindre question. Alors retenez bien ça. Autre document qu'on a eu dans cet iPad, c'est donc cette lettre, donc la présumée fausse lettre du FBI. Donc la signature de cette fameuse Michelle Langer, quand on regarde la photo du document, c'est exactement la même. On a un échange de messages entre une certaine Michelle Meyer et Ilma Gore, qui donc lui dit: j'ai reçu 2 messages vocaux sur mon téléphone portable demandant après Michelle Langer, la soi-disant donc agent du FBI là. Un certain Sean Hawley m'a appelé disant représenter Evan, et Jamie Bell a aussi appelé en disant qu'il était le père de Jack Bell. Je n'ai pas répondu au message, je pense qu'ils se sont trompés de numéro, veux-tu que je les rappelle ou peux-tu toi et Evan en gros régler l'histoire? Et Ilma Gore répond: ne réponds pas, je vais arranger ça tout de suite. Donc pour rappel, Sean Hawley c'est l'avocat de Evan Rachel Wood. Donc si vous voulez, Evan Rachel Wood, elle a donné à Jamie Bell le nom de son ancienne avocate Michelle Meyer en lui faisant croire que c'est un agent du FBI, Michelle Langer. Donc c'est pour ça que cette Michelle Meyer comprenait pas et qu'elle a envoyé un message à Ilma Gore en disant voilà, ces 2 personnes-là m'ont contacté, qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est bon, j'arrange l'histoire. Donc là, le 22 mars 2021, on a une déclaration sous serment d'Evan Rachel Wood faisant référence et déposant la lettre du FBI devant le tribunal de la famille. Donc voilà. Le 2 février 2022, on a l'avocat de Marilyn Manson qui va se mettre en relation avec l'agent du FBI qui est basé en Floride, répertorié sur la fausse lettre, donc cette fameuse Michelle Langer, et elle va lui déclarer que c'est un faux, qu'elle a jamais écrit cette lettre. Et elle va même lui dire qu'il n'y a jamais eu d'enquête criminelle sur Marilyn Manson au sein du FBI. Donc le fameux numéro de téléphone qu'Evan Rachel Wood a donné à Jamie Bell en disant appelle-la, c'est l'agent du FBI, c'est pas le bon numéro qu'elle lui a donné. Elle lui a donné le numéro d'une Michelle Meyer. Donc non seulement elles ont fait une fausse lettre du FBI, elles ont pris le nom d'un agent qui existe vraiment, qui a pris connaissance donc du papier grâce à l'avocat de Marilyn Manson et qui a confirmé qu'elle avait jamais écrit cette lettre, que le numéro de téléphone en plus c'était pas le sien. Et au passage, elle prend Jamie Bell pour un dindon. Et cette fameuse Michelle Langer, donc ce fameux agent, quand on lui demande mais comment votre nom a pu se retrouver dans tout ce barda, c'est quoi ce papier, donc cette fameuse photo là qu'on a vue avec son nom, elle dit qu'il y a 2 employés de l'organisation à but non lucratif d'Evan Rachel Wood, qui est désormais en faillite, qui pourrait être la raison pour laquelle son nom s'est retrouvé impliqué dans ce gâchis, elle dit. Donc peut-être qu'effectivement elle a été contactée à ce moment-là par des employés d'Evan Rachel Wood par rapport à je sais quoi. Selon elle, c'est la seule explication quoi. Le 24 novembre 2022, Marilyn Manson a contesté la requête anti-slap déposée par Evan Rachel Wood et Ilma Gore. Et dans cette fameuse motion anti-slap, c'est parce que dans le procès qui y aura lieu, Evan Rachel Wood voulait faire retirer la lettre du FBI des pièces à montrer. Manson a dit non. Là, pour le coup, dans une défense, tu peux pas te passer d'un papier aussi important. Donc les avocats de Marilyn Manson ont déposé une contre-requête pour ne pas
radier la lettre, ainsi que d'autres preuves accablantes pour Evan Rachel Wood. Donc il y a même Michelle Meyer, donc l'ancienne avocate de Evan Rachel Wood, elle soutient la requête du conseiller juridique de Monson contre le dossier anti-slap de Evan Rachel Wood et Ilma Gore, reconnaissant qu'Evan avait illégalement utilisé son nom et son numéro de téléphone sur un faux document du FBI. Je suis victime d'Ashley Gore, alias Ilma Gore, et de l'utilisation non autorisée et illégale par Evan Rachel Wood de mon numéro de téléphone sur une fausse lettre du FBI. Et elle enfonce le clou, elle balance, elle dit qu'effectivement Ilma et Evan ont bien travaillé ensemble pendant 3 ans pour ourdir un complot visant à détruire la carrière de Monson en découvrant des informations incriminantes à son sujet. Selon les preuves, ils ont pu obtenir les données de connexion du compte Facebook de Monson et les parcourir de manière approfondie pour rechercher des preuves. Elles ont également utilisé son compte Facebook pour contacter toutes les fans féminines en tant que protocole pour trouver d'autres victimes potentielles. C'est donc comme ça qu'elles ont trouvé les contacts de toutes les filles qui étaient sorties avec Marilyn Manson. Et rappelez-vous, c'était déjà ce qu'avait dénoncé Greta Aurora. Elle disait qu'elle était persuadée que c'était Ashley Walters, comme elle avait été son assistante, qui avait donné son nom, ses coordonnées, tout ça, à Evan et Ilma. Eh bien oui, voilà ce qu'on voit donc de Ashley, envoyé donc aux filles. Voici le dernier mot de passe que j'ai, à moins qu'il ne l'ait changé depuis qu'il m'a viré. Et elles lui répondent, j'en doute, quel est l'email? Désolé à propos de tout ça au fait. Donc là, elle lui donne un email et Evan ou Ilma lui répond, super, merci, bonne nuit. Donc là, on voit très bien par ce texto qu'effectivement, donc c'est bien Ashley Walters qui a refilé les mots de passe aux filles. Et également, elles ont échangé par email. C'est qu'elle voulait pirater les comptes de Marilyn Manson en mettant dans sa boîte mail des choses à caractère graphique. Il y a pas mal de personnes qui sont quand même venues soutenir Marilyn Manson. Il y a même Rose McGowan qui a parlé de cette histoire. Elle dit qu'elle veut pas vraiment s'en mêler en fait parce qu'elle se sent pas concernée par ces accusations. C'est pas parce que il lui a rien fait subir que avec les autres on ne sait pas. Elle ne sait pas. On a une ancienne assistante de Marilyn Manson, Paula, qui parle parce qu'elle l'a très bien connue, elle était très proche de lui, notamment à l'époque où il était avec Evan Rachel Wood. Et voilà ce qu'elle dit à propos d'elle. Elle lui a vendu un fantasme. Vous connaissez le fantasme Lolita? Et il l'a acheté. Tout semblait être son idée et elle essayait d'être ce qu'elle pensait qu'il voulait. Elle cherchait quelque chose. Elle ne m'est jamais apparue comme une victime naïve et je n'ai jamais vu de déséquilibre de pouvoir dans leur relation. Et elle dit même que c'est tout l'inverse, qu'elle a remarqué que c'était plutôt Marilyn Manson qui allait mal vers la fin de sa liaison avec Evan Rachel Wood, qu'il était devenu antisocial, épuisé, qu'elle le manipulait émotionnellement. Bon, je vous passe l'amitié qu'on essaye de passer sous silence entre Evan Rachel Wood et Amber Heard. Apparemment, elles étaient très copines, enfin du moins s'entendaient très bien, mais depuis que Amber Heard s'est vautrée lors du procès avec Johnny Depp, elle a préféré prendre ses distances, Evan Rachel Wood. Et là, les dernières news toutes fraîches, c'est le 3 janvier 2023, concernant donc Ashley Morgan Smith Lynn. L'affaire a été classée sans préjudice parce qu'elle a renvoyé son avocat et que du coup elle n'a pas pu respecter le délai pour obtenir une représentation devant le tribunal. Alors, est-ce qu'elle a voulu se tirer une balle dans le pied toute seule? C'est une question intéressante parce qu'il y a quand même des choses qui sont ressorties. Alors, on a retrouvé des échanges de messages entre, donc c'est des DM sur Instagram entre Ashley Morgan et on ne sait pas trop qui, où en gros, elle est en train de dire qu'on l'a mise dans tout ce pétrin de cancel culture, etc., qu'elle veut juste travailler et vivre sa vie. Et la personne lui dit, ouais, t'avais pas l'air bien lors de l'interview People, t'avais l'air d'être là sans être là. Et elle dit, je ne devrais même pas être dans tout ça. Je n'ai jamais voulu cancel qui que ce soit. Je me sens sous influence. Je veux travailler et aller de l'avant. La personne lui répond, mais tu n'es pas une mauvaise personne, même si tu dois être parfois malhonnête. Je suis prêt à parier que tu n'as jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Tu ne voulais vraiment blesser personne. Et elle dit que le documentaire d'Evan est complètement narratif et qu'elle a juste besoin d'un twist pour faire des millions. Et là, on a un autre échange de messages. Elle s'énerve à la fin en disant, mais nous avons fait notre déclaration
déclarations ensemble. Bah oui, forcément, quand on regarde les déclarations des femmes, on voit bien que c'est un genre de copier-coller, il y a très peu de choses qui bougent, enfin, c'est quasiment la même chose. Bon bah là, voilà, elle le dit très bien, hein. Oui, elles ont rédigé toutes leurs déclarations ensemble pour le jour où elles les ont postées, ou etc., etc. Et le 25 janvier 2023, ça continue, hein. C'est Esme Bianco avec Marilyn Manson. Ils sont parvenus à un accord à l'amiable afin de poursuivre sa carrière et sa vie. Donc elle a voulu passer à autre chose. On ne connaît pas les détails de l'arrangement. Toujours est-il qu'ils en ont trouvé un. Donc voilà, à voir ce qui va se passer maintenant pour la suite avec Evan Rachel Wood. Mais honnêtement, moi je suis très mitigée dans cette histoire. Alors, mon avis sur toute cette histoire. Beaucoup de ces accusatrices, dès qu'elles ont coupé les ponts avec Marilyn Manson, ça y est, c'est la libération. Même si elles refoulaient ce qui s'était passé, elles n'avaient pas encore compris qu'elles étaient abusées. Elles étaient quand même, d'après elle, soulagée de sortir de cet enfer. Alors pourquoi il y a autant de photos d'elle prises dans des concerts de Marilyn Manson? Je comprends pas. Et ce, sur plusieurs années. Autre chose, le cas de mémoire refoulée, et d'un coup, collectivement, on s'en souvient. Je comprends très bien, hein, les cas de mémoire refoulée, tout ça, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais là, qu'elles se soient toutes rendues compte de la même chose au même moment, je trouve ça très gros. Par ailleurs, la différence d'âge, je voulais quand même l'aborder. Oui, il est possible effectivement que dans une relation comme ça avec un grand écart d'âge, donc elle 18, lui 37, oui, c'est complètement possible que Marilyn Manson l'ait manipulée et eu beaucoup d'influence sur elle, qui lui ait retourné le cerveau, tout ce qu'on veut, bien sûr. Mais l'inverse est aussi possible. On connaît des cas de figure, même beaucoup plus qu'on ne le pense, hein, de jeunes filles qui ont un pouvoir terrible sur des hommes plus mûrs. Ils se retrouvent à l'aube de la quarantaine, donc en pleine crise de la quarantaine, hein. Du coup, ils sont prêts à n'importe quoi pour garder cette jeunesse, cette fraîcheur auprès d'eux, et ils se plient en quatre pour leur faire plaisir. Les deux cas de figure sont complètement possibles. Est-ce que Marilyn Manson a abusé de toutes ces femmes? Je ne sais pas. Je pense que la vérité se trouve à mi-chemin, parce que je pense qu'effectivement Marilyn Manson a dû faire des choses avec ces femmes. Je pense que c'était effectivement consenti, mais vu leur âge, pour certaines, hein, parce que Esme Bianco était moins jeune quand même, donc bon, je pense qu'elle savait quand même ce qu'elle faisait. Bref, admettons. Je pense qu'ils étaient tous tellement sous truc, machin, tout ça, voilà, vous avez compris, que parfois ils ont fait n'importe quoi et que certaines ont dû le regretter par la suite et du coup rejeter la faute sur quelqu'un. Alors pour moi, l'élément déclencheur, forcément, ça a été Evan Rachel Wood, vu que c'est elle qui les a tous réunis. Et je pense qu'Evan Rachel Wood, la première, a voulu renier cette période de sa vie où effectivement elle était un petit peu trash par rapport à la nouvelle image qu'elle s'est donnée. Ça fait tâche son passé. Marilyn Manson, mais c'est la proie idéale pour ça. Enfin, alors par contre, se servir de sa soi-disant autobiographie comme preuve, alors qu'il a été démontré que son autobiographie était à 90% fictive, c'est pas suffisant. On va pas débattre là-dessus parce qu'on est reparti pour des heures. Personnellement, j'ai vu des images de concerts de Marilyn Manson à vomir. Moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie du tout, hein. Je vous le cache pas. J'accroche pas du tout avec son univers, mais c'est pas parce que il a fait des choses que je ne cautionne pas, qui me débecte, que pour autant je vais l'accuser de choses qu'il n'a peut-être pas commises. Voilà, je fais la part des choses là-dessus, donc j'attends vraiment de voir ce que tout ça va donner quand la vérité va éclater. Je pense que ça va pas être simple, mais pour l'instant je refuse de le condamner parce que jusqu'à preuve du contraire, il est encore présumé innocent et je trouve que du côté des présumées victimes, il y a quand même pas mal de casseroles aussi, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, donc je me permets quand même d'émettre de grands doutes sur ces femmes. Ça soulève aussi une question intéressante, encore une autre, c'est de se dire jusqu'à quel point ces femmes-là ont été influencées, à quel moment elles ont été influencées et à quel moment ça a été leur choix. Elles seules le savent ou peut-être même pas encore, mais en tous les cas, quand on vit des expériences de jeunesse, qu'on fait des boulettes, on ne peut pas accuser tout le monde après de ce qu'on a fait, de ce qu'on a été. Il faut aussi choisir ses fréquentations, j'ai envie de dire. Voilà, si vous voulez, c'est là où c'est très compliqué. Quelle part de responsabilité à chacun. Alors j'ai vu que là dernièrement il y avait encore une nouvelle plainte contre lui, cette fois-ci c'est une mineure. Je vous ferai un update quand il y aura du nouveau sur cette plainte. Je ne nie pas qu'il y a beaucoup d'accusations sur lui. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc attendons de voir. C'est là-dessus que je vais conclure, ne me tapez pas dessus encore une fois, hein. Je pense que maintenant ceux qui me suivent commencent à me connaître. Je ne vais jamais crier coupable si je suis pas certaine. Je vous en referai un update ou une vidéo quand on aura enfin
le verdict de toute cette histoire. Voilà les amis, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu, j'espère que je vous ai pas trop perdu, il y avait vraiment beaucoup de choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.